faut dire que c'est très difficile maintenant à définir, à donner une image exacte parce que nous sommes d'abord à une période de profond changement. Parce que nous vivons actuellement au Maroc et dans d'autres pays musulmans une période même de rupture dans la pratique sociale. C'est-à-dire que dans la société, il y a des choses nouvelles qui interviennent autant dans l'image que l'individu a du corps que dans la pratique, que dans sa propre pratique. Maintenant, la perception de ce lien, de cette relation, elle est faussée par les clichés qu'on donne les médias, parce que les médias, et notamment les médias occidentaux, sont toujours tentés par figer cette image dans le cadre de ce qu'ils appellent la charia. C'est-à-dire qu'on prend les textes globalement très simplifiés et on les calque sur la réalité. La réalité serait ça. Donc que l'homme est prisonnier de son corps, que le corps de la femme est lui aussi prisonnier, et donc on n'en sort pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive à la conclusion tout simplement que c'est l'islam qui est la source des problèmes, vous voyez? Alors que c'est loin d'être aussi simple. Donc c'est vrai, moi j'ai écrit un livre exactement pour ça, que la législation musulmane, que le texte sacré musulman enchaîne le corps de la femme. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de considérations, il y a un certain nombre de règles qui font que le corps de la femme est un petit peu confiné derrière un voile. Pas seulement le voile que l'on voit, mais un certain nombre d'exigences font que ce corps est verrouillé. Il n'y a pas de rapport au corps absolu. Hein? Le rapport au corps est culturel et social et historique. Nous héritons d'un passé d'une religion qui est née dans une société patriarcale, etc., avec ses intérêts, avec ses règles. Donc c'est un produit social, c'est un produit historique. Regardez l'affaire de la journaliste Hajar, ce qui est en train de se passer maintenant. Ce qui est en train de se passer, il ne faut pas que ça soit faussé par la question de la religion. Parce que beaucoup de gens disent il nous faut des lois qui garantissent la liberté individuelle. Évidemment, la modernité passe par là, forcément. Ça, il nous le faut, c'est une exigence. Mais en même temps, ce qui s'est passé dans le cas de cette journaliste et du médecin arrêté, de tous les gens, on n'a pas appliqué la loi. Ils ont été condamnés pour d'autres raisons, qui sont en fait des raisons politiques, qui ne sont pas vraiment des raisons liées à l'avortement ou à la liberté sexuelle. Parce que la journaliste en question, il semble, d'après beaucoup de médecins spécialistes et qui sont assez précis sur la question, il semble qu'il n'y a pas eu avortement. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que, d'abord, il nous faut appliquer la loi et respecter les individus. Et quand on parle de liberté individuelle, il faut que le rapport du pouvoir à l'individu reste à ce niveau-là et non pas soit mélangé avec ce qui se passe dans les luttes politiques. Maintenant, évidemment que les libertés individuelles sont extrêmement importantes parce qu'elles permettront demain de libérer l'individu de la possibilité d'être menacé par le pouvoir. Il est tout à fait évident et tout à fait nécessaire, comme cela s'est passé en Europe. En Europe, il y a eu une réforme, ce qu'on appelle une réforme religieuse. Il y a eu une critique de la religion, une relecture, si vous voulez, une réflexion autour d'un nouveau modèle, même au sein de la religion. Donc il est tout à fait clair que nous sommes dans l'obligation de clarifier notre rapport, pas à la religion, pas à la croyance, mais la croyance, justement, la croyance devrait devenir une chose tout à fait personnelle, mais toutes les exigences, tout le carcan, toutes les chaînes qui tenaient le corps de la femme, et
et les pratiques amoureuses de façon générale, on doit montrer qu'elles relèvent d'un autre temps, que ce n'est plus, que ça ne correspond plus à ce que nous vivons, que la modernité suppose de les dépasser. Maintenant, attention, quand on dit ça, c'est pour que nous ayons un rapport sain aux religieux, pour que nous ne soyons pas en conflit avec lui, parce que maintenant nous soyons en conflit, parce que nous n'osons pas l'affronter. Maintenant, la solution réside dans le politique. Je vais vous dire des choses très simples. Le voile, qui c'est qui décide aujourd'hui? Le voile pose un problème quand le pouvoir politique lui-même, islamisé ou pas, décide d'imposer le voile ou décide de l'interdire. Vous voyez, c'est ça c'est la question, sortant même de la question du corps, la question de l'héritage, puisqu'elle fait partie un peu du contrôle du corps féminin et de la femme. La question de l'héritage, ce n'est pas la religion qui nous bloque sur ça. Même si le Coran parle accorde à la femme la moitié de la part de l'homme, ce qui nous bloque, c'est le politique, c'est le pouvoir politique qui n'a pas envie d'entrer en conflit avec le religieux et avec les partis qui le représentent. Et aussi en partie parce que le fondement, par exemple au Maroc, un des fondements du pouvoir politique, c'est le religieux. تحالف ربيع الكرامة هو ائتلاف واحد العدد من الجمعيات النسائية والحقوقية اللي انطلقت في الاشتغال على إصلاح القانون الجنائي، باعتبار أن القانون الجنائي الحالي ما كيستجبش نهائيا لواقع المرأة المغربية. في هذا الإطار تأسس هذا التحالف في أفريل 2010، ومن ذاك الوقت هو كيرافق هذا المشروع ديال إصلاح القانون الجنائي اللي كيعتبروا أنه الإصلاح ضروري، أنه يشمل الفلسفة ديال هذا القانون، باعتبارها أنها فلسفة يجب أن تقوم على المساواة بين النساء والرجال، نظرا لأن واحد العدد من المقتضيات القانونية كتميز بين النساء والرجال وهي كثيرة جدا، بمعنى أنها عاطية وضع للمرأة وعاطية وضع للرجل، في حين أن الآن مع دستور 2011 كاينة المساواة الكاملة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، وبالتالي أن هذا القانون خصو يجاوب على هذا الدستور هذا، بمعنى أنه يجاوب على فكرة المساواة كيف هي واردة في الدستور. نعرفوا بأن قانون العنف 113 أنه استوعب مجموعة ديال المقتضيات، ولذلك أنا نعتبر بأن هذا القانون هو فقط جاء تعديل وتتميم للقانون الجنائي، وما جاش قانون مستقل بذاته، وما جاش أنه كيعبر على ديك يمكن نقدروا نقولوا النظرة الكلية لقانون العنف. إذن تحالف ربيع الكرامة المنهجية الاشتغال ديالو هو تقديم مذكرات. في هذا الإطار هذا كاين واحد المجموعة ديال المذكرات اللي قدمها، سواء عندها علاقة بزواج القاصرات، عندها كذلك بالإجهاض، وعندها كذلك الآن بالمشروع 16/10 اللي هو الآن في البرلمان، اللي غادي تتم المناقشة ديالو قريبا. القوانين كتكون هي داك السند اللي كيدعم الجمعيات النسائية باش تطالب بحقوقها. الدليل على ذلك أننا بالنسبة لمدونة الأحوال الشخصية السابقة، من عدلناها ولات عندنا مدونة الأسرة الحالية، أننا ولات عندك النصوص ولات هي السند اللي كيمكن لك تدافع به على المطالب ديالك. لذلك كنعتبر بالفعل أن إصلاح القوانين هو ضروري وأساسي لضمان الحرية والمساواة والكرامة للنساء. إطار الحرية الفردية نقدر نقولوا بأن كاين واحد التضييق كبير تاريخي على حرية النساء، لدرجة أننا كنعتبروا بقانون النساء ومازال في بعض الحالات أنها كتعيش تحت الوصاية ديال الأب أو الأخ وكتنتقل لعصمة الزوج. كانت هذه الوضعية هذه باش نخرجوا منها كان ضروري أنه توقع واحد الثورة
على كل الطابوهات وكل المفاهيم نقدروا نقولوا انها لا انسانيه، وانها ما بقاش كتساير نهائيا بمعنى فين ماشي وضع الانسان في العالم حاليا، بمعنى في الواقع في العالم حاليا. اذا فهاد احنا ملي كندافعوا على النساء او على حقوق النساء، معنى ذلك كندافعوا على واحد المجتمع اللي فيه المساواة الكاملة، وفيه النساء والرجال كيتمتعوا بالمواطنة الكاملة ديالهم. ما غاديش نقول بانني انا ملي كنضمن النساء كنحيد للرجال، ولا العكس صحيح، لا. انا ملي كندافع على حقوق النساء، معنى ذلك كندافع على قيمة المساواة وعلى المواطنة. La condition de la femme dans notre pays n'est pas enviable. Malheureusement, j'ai envie de dire, ce n'est pas une spécificité de notre pays. C'est à travers le monde, la situation de la femme tend à se détériorer. Harcèlement, viol, violence. Donc ici, c'est vrai qu'il y a un combat à mener, combat qui est mené depuis déjà des années. Des hommes, des femmes, un mouvement féministe combattent pour faire en sorte que la situation de la femme s'améliore. J'ai envie de dire, il y a des avancées. Il ne faut pas non plus nier la réalité, mais on est encore loin du but. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Ne serait-ce que dans notre comportement au quotidien. Il y a beaucoup d'initiatives prises sur le terrain. Quand en plus, il y a des manifestes, des tribunes, des prises de position de personnalités emblématiques, j'ai envie de dire, ça met la lumière. Donc c'est bien, ça donne du tonus à la cause. Mais ce sera un combat de longue haleine. Il faut faire bouger les choses, il faut faire bouger les mentalités, il faut faire bouger le machisme qui est en nous. On a été éduqués comme ça. Et souvent, ce sont nos mères d'ailleurs qui nous ont transmis beaucoup de ces atavismes. Ce que j'ai envie de dire, parce qu'on l'oublie trop souvent, lutter pour la condition de la femme, lutter pour la liberté de la femme, c'est aussi lutter pour la condition de l'homme et la liberté de l'homme. L'un ne va pas sans l'autre. Il peut y avoir un combat mené sur le terrain, il est souvent invisible, souvent peu relayé. Et lorsqu'une affaire surgit, qui met en lumière, par exemple en ce moment la condition de la femme, alors oui, les projecteurs se braquent sur la cause. Donc qu'il y ait des réactions qui convergent dans le même sens, oui, et qui font en sorte que la population en entend parler, s'en saisisse, que dans les cafés on en parle, que dans les familles on en parle, que les médias en parlent. Oui, bien sûr, c'est un élément qui nous fait aller de l'avant à chaque fois. Mais c'est quand même triste de se dire qu'il faut des cas de viol, de violence, de harcèlement pour que la cause soit entendue et avance. Et encore, quand je dis qu'elle avance, il ne faut pas négliger les masses conservatrices de notre pays. Il y a les convaincus, il y a ceux qu'on appelle les modernistes, entre guillemets, hein, je n'aime pas trop ce terme, mais les uns ne peuvent pas vivre sans les autres. Notre société, elle est faite d'une majorité, de minorités avec un S, et il faut qu'on vive tous ensemble. On est une seule et même nation. Donc comment faire en sorte que les uns ne soient pas lésés par rapport aux autres? Les lois peuvent oppresser la femme lorsque l'on vit, par exemple, celle que l'on baptise la loi 490, mais nous-mêmes, nous oppressons la femme. L'homme oppresse la femme. D'autres femmes peuvent oppresser d'autres femmes. Donc il faut un travail en parallèle. Moi, je crois qu'on pourra signer toutes les pétitions qu'on veut, écrire toutes les tribunes qu'on veut. Tant qu'un parti politique, ou des partis politiques, ne se saisiront pas de cette affaire, pas seulement l'article 490, mais les lois en général qui focalisent sur les libertés individuelles, tant que les partis politiques n'en feront pas un cheval de bataille, n'arriveront à rien. Qui vote les lois? Les députés. Qui élit les députés? Nous. Donc là aussi, il y a un travail à faire. Convaincre les citoyens, et notamment la jeunesse, que ça les regarde, qu'il faut que nous nous mêlions de ce qui nous regarde. Il y a un travail à mener pédagogique, concret, pas hors sol. Il faut vraiment être au contact de la population. Il faut savoir parler à la population. Il ne faut pas, j'ai envie de dire, ne pas tomber dans l'élitisme qui veut que, entre convaincus,
on pense qu'on va régler la situation. Non. Maintenant qu'il y ait une avant-garde, des gens qui, par leur naissance, l'éducation qu'ils ont eue, les études qu'ils ont faites, l'ouverture d'esprit qu'ils ont, puissent servir d'avant-garde, de phare, oui. Dans tous les pays, les intellectuels, par exemple, les artistes, peuvent servir d'avant-garde, à condition que cette partie, disons, éclairée, c'est pas péjoratif, tire l'ensemble de la population vers le haut. Il ne s'agit pas d'être dans un cénacle, dans un cercle fermé, et d'essayer de se convaincre, ou bien de se faire des guerres d'ego entre nous. Moi, je crois beaucoup au travail de terrain, je crois au militantisme, et je crois que lorsqu'il y a besoin d'un coup de pouce, que des tribunes, que des appels, des jeunes ont lancé un appel il y a 2 jours pour la révision de l'article 490. Je crois que ça, en tout cas, les choses ont l'air d'avancer. Mais encore une fois, le pouvoir n'est pas dans les mains de la société civile. La société civile, le mouvement associatif, les citoyens sont des lanceurs d'alerte. Mais la décision finale est dans les mains du politique.